Mouzé nous disait toujours qu'il ne faut pas que nous baissions la tête devant qui que ce soit. Il répétait assez souvent cette expression: moi, je suis le défricheur de la route. Lorsqu'on prend sa machette pour défricher, pour tracer la route, on se blesse. Ceux qui viennent après prennent cette route défrichée. Je prends le risque de me blesser pour que vous empruntiez demain cette route. On n'a pas le choix que l'autodétermination. Parlons de ces coups de fil. J'étais malheureusement ou heureusement là. Je ne savais pas ce que la secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique disait à Mouzé. Mais Mouzé était en train de réagir en disant: mais madame, si vous ne pouvez pas me respecter en tant que chef d'État africain, si vous ne voulez pas me respecter parce que je suis noir, mais respectez-moi au moins parce que je suis un homme. Vous ne pouvez pas me parler comme ça. Qu'est-ce qu'elle voulait de lui? Qu'est-ce qu'elle espérait obtenir du président? Mouzé nous a tout simplement dit qu'elle me donnait des ordres. Et c'était inacceptable pour moi d'accepter des ordres. Et lorsque je lui ai demandé de me respecter, il a continué. Il me parlait de manière peu courtoise. Et j'ai décidé de lui raccrocher au nez. Mais ce qui est bon à savoir, c'est l'après. On dit que l'après, c'est le président Kabila qui regrette son geste et qui pense qu'il ne s'en tirera pas de manière aisée. Ça, c'est mal connaître Mouzé. Mouzé, il raccroche au nez. Il reste sur sa proposition, sur sa position. Mais il se trouve que quelques mois après, Mouzé est invité aux Nations Unies, à l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York. Il a beaucoup hésité pour y aller, parce qu'il y avait ces conflits-là, ces malentendus-là. Il m'a envoyé en équipe d'avance aux États-Unis pour sonder. Je suis arrivé, j'ai parlé avec notamment Richard Holbrooke, qui était ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies. Il m'a rassuré que rien ne se passera. Il est vraiment invité du gouvernement américain. Il aura les égards dus au chef de l'État, qui ne s'inquiète pas pour cet incident. Mais voilà. Je rassure Mouzé. Et Mouzé débarque à New York. Et quand il débarque, il est surpris que l'ambassadeur des États-Unis demande une audience spéciale pour Madame Albright. Dans la tête de Mouzé, il dit: cette dame va venir avec un ordre de quitter le territoire. Ou peut-être va porter plainte pour qu'on arrête les deux avec les Américains. Tout est possible. J'avoue qu'on était un peu... Nous tous, toute la délégation était un peu stressée. Mais Mouzé accepte, il est sur le territoire américain. Le secrétaire d'État des États-Unis demande. Alors il s'est passé une chose d'abord. La secrétaire d'État recevait tous les chefs d'État dans son bureau. Et l'invitation qui arrive, c'est pour que Mouzé aille là-bas. Mouzé dit: moi, chef de l'État, je vais aller voir une ministre des Affaires étrangères. Pas question. Mais on lui dit: mais d'autres présidents ont bien répondu à l'invitation de Madame Albright. Il dit:
Et ils ont l'habitude de ce genre de protocole. Pas moi. Moi, je n'accepte pas ça. Qu'un président se rende dans un bureau d'un ministre. C'est pas possible. Et j'ai vu quand il disait ça à William Swing, qui était l'ambassadeur des États-Unis, qui a apporté l'invitation. L'ambassadeur était tout rouge. Et il a fait un commentaire en sortant, il a dit ça va être bizarre parce que tous les présidents, entre guillemets, qui ont des pays normaux, se précipitent pour aller voir la secrétaire d'État. Et lui qui a un pays en difficulté, en guerre, il refuse. Il va rendre compte à Madame Albright. Madame Albright, naturellement, se fâche. Elle rend compte au président, il a dit voilà, cet homme est incorrigible. Et Clinton fait venir Jesse Jackson. Il lui dit mais tu m'as dit que tu connais cet homme. Quel type d'homme il est? Alors Jesse Jackson sort cette formule, il nous a raconté après. Il a dit si vous voulez comprendre cet homme, vous prenez Che Guevara, vous ajoutez Castro, vous complétez avec Mao Tse-tung, vous ajoutez peut-être Kwame Nkrumah, vous mélangez tout ça, ça vous produit cet homme. Il dit, il m'intéresse. Bill Clinton. Bill Clinton dit ça, il m'intéresse. Je vais voir la secrétaire d'État. Bill Clinton demande à la secrétaire d'État. D'abord, c'est le Jesse Jackson, il dit à la secrétaire d'État, est-ce que ce que le président du Congo a dit n'est pas censé? Est-ce que c'est normal qu'un président réponde à une audience d'un ministre dans son cabinet? Est-ce que c'est normal? Admettons que je suis en France. Je reçois l'invitation du ministre des Affaires étrangères de France pour aller en audience dans son bureau. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce président n'a pas raison? Dites à la secrétaire d'État d'aller lui rendre visite. Elle est venue? Alors Swing vient avec l'invitation, il dit non, et la secrétaire d'État a décidé de venir vous rendre visite. Il est le seul chef d'État à qui la secrétaire générale rend visite. Et c'est le seul pays présent qui est en guerre. Madame Albright vient, on est anxieux, bien sûr. Hein? On est dans leur pays, c'est la plus grande puissance du monde. La secrétaire d'État se déplace, elle arrive avec Madame Susan Rice. Nous sommes anxieux, Mouzé se pose des questions. Il avait déjà donné ordre à son commandant, Mourani Louali, commencez déjà à chauffer l'avion, je pense que après cet entretien. Il a dit ça, préparez mes valises après cet entretien, nous partons. Madame Albright vient, il dit, Monsieur le Président, vous aviez raison de ne pas venir dans mon bureau. Parce que vous êtes chef de l'État. Je vous dois du respect. Et pour ce qui s'est passé entre nous, retenez ça très bien pour l'histoire. C'est la première fois que quelqu'un en parle. Le coup de fil. Pour l'affaire du coup de fil. Quand il leur a accroché le... Oui. Madame Albright lui dit, je vous présente mes excuses. Je n'étais pas aimable envers vous. Je n'étais pas respectueuse envers vous. Je vous présente mes excuses. D'emblée. Ah, Mouzé, tout étonné, il répond, vous faites sans réfléchir, vous êtes sûr? Madame Albright dit, moi je suis sûr, mais vous? On m'a dit que vous êtes un homme coriace. Est-ce que vous acceptez mes excuses? Vous avez dit non, j'accepte vos excuses parce que je vois qu'elles sont sincères. Madame Albright dit non, je vous ai amené un cadeau
un cadeau qui symbolise les États-Unis d'Amérique. Et on nous a dit que vous n'aimez pas beaucoup ce pays. Si vous acceptez ces cadeaux, c'est que vous aurez accepté mes excuses. Il avait un chapeau Borsalino qui symbolise l'oncle Sam. Il l'étend au musée. Musée le prend et les pose sur sa tête. Donc les États-Unis, contrairement à ce qui s'est dit, n'étaient pas en... Enfin, vous pouvez nous dire aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y avait pas d'animosité de ce côté-là et que la date de l'assassinat de Laurent-Désiré Kabila ne coïncide pas à celle de Patrice Emery Lumumba, où beaucoup disent que c'est l'entre-deux présidents qui aurait fait que les services américains en profitent pour éliminer le chef de l'État congolais. J'ai fait témoignage de ce que j'ai vécu. L'émission s'appelle Témoignage. Mémoire. Mémoire et témoignage. Donc, je rends compte de ma mémoire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Alors, ce qui se passe dans les officines, dans les on-dit, je ne sais pas. Moi, j'ai fait témoignage de ce que j'ai vécu quand elle a tendu le Borsalino en musée et que le musée l'ait posé sur la tête. Madame Olbrat demande au musée, est-ce que je peux vous embrasser? Pour qu'au-delà des excuses, qu'on se réconcilie. Le musée tend le main, ils s'embrassent. Je pense que c'était sincère. Musée nous disait toujours qu'il ne faut pas que nous baissions la tête devant qui que ce soit. Il répétait assez souvent cette expression. Moi, je suis les défricheurs de la route. Lorsqu'on prend sa machette pour défricher, pour tracer la route, on se blesse. Ceux qui viennent après prennent cette route défrichée. Je prends le risque de me blesser pour que vous empruntiez demain cette route. On n'a pas le choix que l'autodétermination. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France? Parce que vous parlez de la France. Musée est invité. Je crois que c'est le sommet France-Afrique par le gouvernement français. Musée, le jour de son audience, son hôtel est envahi par des compatriotes. Musée s'est dit, je ne peux pas laisser mes compatriotes venus en nombre et ne pas leur parler. Mais laissez-moi vous faire rire un peu parce qu'il faut détendre l'atmosphère. La veille, quand il arrive de Belgique, il est installé à l'hôtel. Le chef de l'Élysée, comme c'est la coutume, rend visite aux invités du chef de l'État pour dérouler les menus. Il vient voir Musée dans sa chambre. Il déroule les menus de la manière la plus noble possible. Il commence à citer le mets prévu, tout ça. Mon cher Musée, écoute. Après, il dit, votre choix m'obligerait, Monsieur le Président. Musée me dit, mais je n'ai rien compris de tout ce que vous m'avez dit. J'ai rien compris. Il dit, excusez-moi, chef. Moi, je suis président de la République, mais je viens de la bourse. Il faut m'expliquer vos termes là, je ne comprends pas. Alors, laissez-moi les menus. J'ai à côté de moi mon fils ici, qui est un peu français comme vous. Il y a Hérodia qui a vécu en France comme vous. Ils vont peut-être m'expliquer et je ferai les choix après. Le chef se retire. Musée regarde Hérodia et dit, mais Hérodia, franchement, toi aussi, tu penses que moi je peux manger ces choses-là?
Tu as ta nièce qui est ici, mais qu'elle nous fasse du foufou. Quand je veux manger des choses, châtelain, non. Dis à notre nièce de nous faire le foufou. Rapidement. Hérode appelle sa nièce, prépare le foufou et le truc. Hérode entre dans l'hôtel, c'était le grand hôtel de Paris, avec une valise, il n'y avait que le foufou et des choses à manger dedans. Alors, nous aimait bien manger à la main, quoi. Pendant qu'on mangeait ensemble, à la main, les chefs s'impatientent, il dit, mais il faut que je voie le président. On lui ouvre la porte. Il est surpris de voir Mosé en train de manger. Le foufou à la main. Et Mosé lui dit, chef, venez manger avec nous. C'est bon. C'est très bon, je vous jure, chef. Venez manger. Chez nous, on mange comme ça. Vos histoires là, moi, je comprends pas. Alors, ce chef est allé rendre compte à Jacques Chirac. C'est-à-dire, 50 ans de métier à l'Élysée, je n'ai jamais vu un président comme ça. Ce type est atypique. Alors, le lendemain matin, c'est les jours de l'audience. Et Mosé, en attendant, improvise un discours, parce qu'il y avait vraiment les Congolais en nombre. L'hôtel était envahi par des compatriotes. Il commence à parler aux compatriotes. Et les protocoles de l'Élysée viennent nous signaler que dans 15 minutes, le président Kabila est reçu par le président Jacques Chirac. Je signale au président et dis, mais je parle à mon peuple. 10 minutes, il dit, mais monsieur le président, 10 minutes, le temps de vous préparer. On arrive à 5 minutes, incendie à l'hôtel. On pense que la sécurité avait improvisé ou provoqué cet incendie. Et pendant l'incendie, il fallait évacuer les chefs de l'État. Mosé, on essaie de l'évacuer, il se retrouve dans la voiture. 5 minutes après, il était devant le perron de l'Élysée. Et Jacques Chirac l'attendait là-bas. Il est reçu par Jacques Chirac. Il y a déjà cette animosité, un président hors du commun qui est assez spécial. Alors Jacques Chirac, le président Chirac, c'est la première fois qu'il rencontre Mosé. Il tient les discours habituels, les discours de leçons, de menaces. Il faut démocratiser. Il faut les élections, c'est quand. Et il paraît que vous collaborez avec des génocidaires, c'est dangereux, vous pouvez vous retrouver devant un tribunal international, tout ça. Alors Mosé se fâche en audience avec Chirac. Il lui dit vertement. Et quand il commence, on comprend tout de suite que Mosé est en colère. Il dit, messieurs, vous allez juger mon cadavre, mais pas moi. Je n'accepte pas de leçons. Je n'accepte pas de menaces. Je suis le représentant de 5 siècles de traite négrière. Je suis le représentant d'un siècle de colonisation. Je ne peux pas être le représentant du néocolonialisme. Comment réagit le président Chirac? Le président Chirac est calme. Il a dit, je sais que vous étiez très ami au président Mobutu et que vous ne m'aimez pas parce que j'ai renversé votre ami. Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre amitié avec le président Mobutu? Quelle a été la part du peuple congolais? Vous étiez très amis à Mobutu. Mais Mobutu n'avait plus d'armée. C'est pour ça que des enfants de Kadogo ont traversé le pays. Où étiez-vous? Vous étiez là, guerre de Chaba, pourquoi vous n'avez pas continué? Pourquoi Mobutu n'est pas venu ici?
Vous savez qu'il a parlé de trahison. Vous l'avez trahi. Au nom de quoi, moi, je veux m'abaisser devant vous? Ça, c'est le président Kabila. Il dit ça devant Jacques Chirac. Mais la réaction de Jacques Chirac était d'une grandeur diplomatique hors du commun. Jacques Chirac dit, Monsieur le Président, j'ai connu un homme qui a été un grand pour moi, qui a façonné ma carrière politique. Et cet homme apprend que un grand général américain va parler aux Français. Et ce grand général le convoque dans son bureau. Il lui tend son discours. Il dit, voilà le discours que je vais prononcer devant les Français dans le cas de la libération. Et ce général français dit au grand général américain, c'est à moi de parler aux Français, pas à vous. Il faut qu'un Français parle aux Français. Cet homme, c'est De Gaulle. Ce grand général, c'est Eisenhower. Il dit, votre comportement était gaullien. Vous inaugurez une nouvelle race de responsables politiques africains. Je suis fier de vous. Naturellement, Mosé accepte cette attitude et la conversation a continué. Alors, cette histoire de Madame Albright et de Jacques Chirac, dans le milieu diplomatique africain, était plus ou moins connue. Et je vais vous faire rire. Au retour du président ici, le président centrafricain Ange Patassé vient voir Mosé pour le féliciter pour les 2 opérations. Il lui dit, mais président, il faut être notre syndicaliste parce que les responsables politiques occidentaux ne nous respectent pas. Maintenant, ils vous craignent. Il faut parler pour tous les chefs d'État, tous là, tels que vous nous voyez. Nous sommes malmenés par ces gens-là. Il faut leur parler. Et je suis fier de vous, je suis venu à Kinshasa pour vous le dire. C'est pas tout ça qui lui a valu sa vie? Je ne sais pas si c'est cela qui lui a ôté la vie, mais ce que je sais, qu'ils ont eu par après des rapports plus que cordiaux avec le président Jacques Chirac, qui était un des premiers à regretter sa mort, parce que c'était un rendez-vous historique qu'il avait avec Mosé. Jacques Chirac avait facilité les contacts entre Mosé et le président Buyoya du Burundi, parce que Mosé était influent sur le rebelle burundais qui refusait de signer l'accord d'Arusha, dont le facilitateur était le grand Nelson Mandela. Mosé a réussi à convaincre le FDD de signer l'accord d'Arusha. Et cet accord devait symboliquement être signé avec l'accompagnement de la France à Yaoundé lors du sommet France-Afrique du 17 janvier 2001. Donc pour vous, cette intransigeance, cette position ou posture du président Laurent Désiré Kabila n'a à aucun moment joué contre lui, y compris
auprès de ses pairs chefs d'État africains. Il y a aussi quelques anecdotes avec le président avec le président béninois Mathieu Kérékou, où on voit bien que les deux chefs d'État n'ont pas toujours eu les rapports les plus cordiaux. Alors avec le président Kérékou, c'est tout à fait une autre histoire. Ça se passe à Moncton, au Canada. Kagame n'a jamais dit qu'il avait signé un accord avec Musée. Il n'a jamais dit ça. Et Musée ne reconnaît aucun accord avec le Rwanda, que je sache. Mais maintenant, vous avez dit que Kagame s'acharne sur notre pays. C'est l'occasion que vous me donnez pour rendre hommage. Je vous dois une fière chandelle parce que vous rétissez le lien de l'amour de l'histoire à travers votre émission Témoignage. Dans Témoignage, il y a la mémoire. La mémoire est les lieux où s'assemblent le souvenir et les connaissances pour enfanter l'intelligence. Vous savez, pour comprendre une crise, pour comprendre ce que vous appelez acharnement, il faut toujours revenir à l'histoire. Que nous enseigne l'histoire à ce propos? L'histoire nous enseigne que le Rwanda, dans son noyau primitif, quand ce royaume est né, il s'appelait Gasabo, une petite contrée aux encablures de l'actuel Kigali. Le troisième roi du nouveau royaume du Rwanda, qui s'appelait Gasabo à l'époque. Le troisième roi s'appelait Kigeri I, Nyamuheshera. Il a dit, le royaume du Rwanda aura comme frontière l'horizon. Il a planté un arbre sacré au milieu du village de la Runda. C'est dans le district de Kamoni. Il a planté un arbre qu'il a appelé l'arbre fondateur du royaume du Rwanda. Cet arbre s'appelait Umagana za Siaro, ce qui veut dire triomphateur sur le pays étranger. À partir de là, un mot d'ordre a été donné à ce nouveau royaume qui naissait. Il faut conquérir des territoires. Nous sommes au XVIe siècle. Retenez bien ce nom, Umagaza Siao, triomphateur sur le pays étranger. Plusieurs siècles après, il y a un autre roi qui porte le même nom, Kigeri, avec comme autre nom, Kigeri Rwabugiri. C'est le premier roi qui a envahi le Congo. Nous sommes dans les années 1890, alors que le Congo était déjà propriété du roi. Après la conférence de Berlin. Mais l'occupation n'était pas complète et totale. Le roi Kigeri Rwabugiri a envahi l'île d'Idjwi. Et au-delà de l'île d'Idjwi, il a envahi tous les territoires de Bashi, avec une violence incroyable, menée par ces patibulaires militaires qu'on appelait les Incontaniers. Kigeri I, XVIe siècle, Kigeri III, XIXe siècle, avec cette obsession d'élargir les frontières du royaume du Rwanda. Vous savez, ce qui nous arrive, au-delà de la crise du Rwanda, ce qui nous arrive
nos malheurs d'aujourd'hui nous torturent en vertu de la loi des causes et des effets. Il y a une chaîne causale absolument implacable dans la vie des nations, où ce que vous déplorez aujourd'hui a tissé ces liens dans votre passé. Et si vous voulez faire face avec efficacité à cette crise, il faut redresser l'historicité de ces phénomènes. Croire que le conflit entre le Rwanda et la RDC commence avec Paul Kagame, c'est n'avoir de vue que sur un aspect du problème.